Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Dans l'actualité ce soir, une mission de supervision de la campagne de reboisement enclenchée il y a juste quelques mois en Guinée est à l'intérieur du pays. Première étape, les préfectures de Kindia, Dalaba et Labi. Et puis, nous sommes le 29 octobre et c'est la journée mondiale de lutte contre les AVC en Guinée. Les statistiques sont effarantes dans les structures sanitaires. À Ignasdine, par exemple, près de 30% des cas de malades viennent dans un état critique. Enfin, nous irons à Dzerekuri avec le lancement des travaux de bitumage de la voie urbaine. 20 km seront reprofilés pour désenclaver certains quartiers de Zali. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, ce message à départ qu'on a créé à son Excellence, M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, Ankara. Excellence, la célébration du 96e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie m'offre l'occasion de vous adresser au nom du peuple de Guinée, de son gouvernement et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je voudrais vous signifier ma haute appréciation des efforts que vous ne cessez de déployer pour l'émergence de votre pays et pour la promotion de la paix et de la stabilité sur l'échiquier international. Je saisis l'opportunité pour vous renouveler mon engagement à œuvrer de concert avec vous pour la consolidation et la diversification des liens d'amitié et de coopération existants entre la République de Turquie et la République de Guinée. Vous souhaitant mes vœux ardents de santé, de longévité, ainsi que ceux des progrès de prospérité pour le vaillant peuple turc, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, et cher ami, l'assurance de ma haute considération. Conakry, le 29 octobre 2019, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Dans l'actualité, on démarre avec cette page environnement après le reboisement de plus de 1600 hectares au compte de l'initiative présidentielle. L'heure est à l'évaluation sur les sites. Première étape, les préfectures de Kindia, Dalaba et Labé dans ces localités des fonds pour l'entretien ont été également dégagés. Mamadou Alpha Baldé, envoyé spécial. Après le lancement de la campagne de reboisement sur toute l'étendue du territoire national, le processus entame une nouvelle phase, l'évaluation des différentes plantations. Première étape du contrôle, Kindia. Sur cet espace de 9 hectares, les jeunes plants de Mélina poussent à un rythme encourageant. Le site est en cours d'entretien pour prévenir d'éventuels risques comme les feux de brousse. Comme partout, les travaux sont confiés à une ONG locale. Après le décaissement de la première tranche de paiement, les 40% restants sont remis aux ONG en conformité avec les exigences du département de l'environnement. J'espère que toutes les ONG ont travaillé de cette façon. Et si tel n'est pas le cas, nous serons obligés de revoir. Et si l'entretien n'a pas été fait, il faut obligatoirement, impérativement que l'ONG fasse le travail de façon correcte. C'est après évaluation de l'activité que nous pourrons mettre à la disposition des ONG les 40%. Il ne s'agit pas de faire le travail seulement, mais il faut encore l'entretien. Donc nous comptons quand même mener notre combat jusqu'au bout. En faisant toujours l'entretien et en invitant la population riveraine de lutter contre le feu de brousse qui est encore un facteur majeur qui contribuera vraiment à la destruction de ces jeunes plants. De Kindia, direction d'Alaba. Ici à Sebori, la déforestation a profondément modifié le climat doux et humide de la préfecture. Les légendaires forêts de pins de la localité en voie de disparition sont aujourd'hui en cours de restauration sur environ 8 hectares. Avec une surveillance continue, le beau paysage qui distingue Dalaba sera bientôt de retour. Dalaba est reconnu par cette végétation atypique. Le pin a une fonction écologique. Aussi, nous ne pouvons pas ignorer sa valeur esthétique. Les plans promettent
nous ne pouvons qu'encourager, féliciter les populations qui se sont impliquées. Dans la cité de Karamoko Alpha, c'est la CR de Popodra qui reçoit la mission de contrôle. Sur 15 hectares, les jeunes plants de Mélina, Acacia Manjom et Moringa ont déjà amorcé leur croissance. Avec la participation active des communautés locales, la jeune plantation a de beaux jours devant elle. Sur le terrain aussi, c'est une surveillance participative. Ce n'est pas seulement la section des eaux et forêts qui fait la surveillance, c'est presque la communauté elle-même qui fait la surveillance. Si nous restons à distance, vous savez, la sous-préfecture de Popodara se trouve à 18 km du chef-lieu de la préfecture de l'Abbé. Donc nous, on ne peut pas rester à distance faire la surveillance parce qu'il y a une harmonie, une entente, une cohésion entre la population et nous. C'est pourquoi vous voyez vous-même, vous constatez que les plans sont sauvés et le développement vraiment, c'est le développement souhaité. Mamoun, Daboula et Kankan sont les prochaines étapes. Avec l'appui du président de la République qui a décidé de porter la campagne de reboisement 2019, le ministère de l'Environnement compte suivre le processus jusqu'à la maturité des jeunes plants. Justice, deux membres du bureau du procureur de la Cour pénale internationale séjournent actuellement à Conakry. Ce mardi, ils ont rencontré le garde des Sceaux. Il s'agit d'évaluer le niveau de la procédure. Au terme de la rencontre, le ministre de la Justice a exprimé le souhait d'organiser le procès courant 2020. Tierno Younoussaba. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale effectue sa 18e mission à Conakry depuis la commission des crimes en 2009 au stade du 28 septembre. Pendant ce temps, le gouvernement guinéen, lui, travaille à la tenue du procès courant 2020. Déjà, le ministère de la Justice a fait le choix des magistrats et greffiers devant siéger dans le dossier. Nous avons désigné 20 magistrats qui seront chargés d'animer ce procès. Il y a 12 magistrats du siège et 8 magistrats du parquet. Nous avons désigné également 10 greffiers, n'est-ce pas, qui vont être pris en main, n'est-ce pas, à partir de ce mois de novembre, n'est-ce pas, par des spécialistes qui viendront de la France, de l'ONU et d'un peu partout pour, encore une fois, les préparer psychologiquement, de façon psychotechnique à la tenue de ce procès. Nous souhaitons voir tenir ce procès au mois de juin 2020. Ou plus tard, avec l'espoir que toutes les conditions qui sont là seront réunies. Les derniers développements dans cette affaire ont abouti à la mise en place d'un comité qui va préparer l'organisation matérielle du procès, autant d'avancées qui rassurent la délégation de Fatou Bensouda quant à l'ouverture prochaine des audiences. On a vraiment suivi tout l'état d'avancement pour l'organisation du procès. On est au courant du travail qui fait le comité de pilotage depuis sa création l'année dernière. Je pense que déjà l'idée d'avoir le procès en juin 2020 et qu'une formation pour les magistrats et tout le personnel judiciaire soit déjà prévue et bientôt en cours, je pense que ce sont des avancées très significatives. Et comme je disais à Monsieur le ministre, bon, on est toujours là pour accompagner les efforts des autorités guinéennes et bien sûr on continuera à faire cet examen jusqu'à la fin du procès. Le séjour de Conakry sera mis à profit par la délégation de la CPI pour rencontrer toutes les parties concernées en vue de recueillir les préoccupations des uns et des autres. Et puis ce communiqué, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique porte à la connaissance des familles et des proches des victimes des événements des 14 octobre 2019 et suivant, ainsi que de l'opinion publique nationale, que les autopsies recommandées à cet effet est engagées depuis sont en cours et qui, égard à leur complexité, celles-ci ne sont pas encore arrivées à leur terme. Le ministère précise qu'à raison de la poursuite de ce processus, les dépouilles mortelles des victimes ne sont pas disponibles en vue de la mise en œuvre de la suite à donner aux pratiques et usages en pareilles circonstances. Respectueux de la personne humaine et déterminé à élucider les causes exactes de leur décès, le ministère informe que les rapports des autopsies réalisées contribueront à la manifestation de la vérité sur les causes réelles et les circonstances véritables de la survenance des décès, d'aider ainsi à l'identification des différentes responsabilités impliquées dans ces événements. Le ministère de la Santé publique
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rassure les familles des victimes que toutes les dispositions sont prises en vue d'assurer à ce processus la meilleure diligence possible. Le ministère invite les familles des victimes à rester à l'écoute et les rassure qu'elles seront immédiatement informées dès que les autopsies seront terminées et les rapports dûment rédigés à cet effet. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène renouvelle aux familles et aux proches des victimes ses condoléances émues. Conakry, le 29 octobre 2019, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Dans la région forestière, les audiences criminelles ont débuté au tribunal de première instance de Nzérékoré. 12 dossiers sont inscrits au rôle, parmi lesquels des cas de meurtre, d'assassinat et coups et blessures, des cas sur lesquels la justice va statuer pour dire le droit. Mohamed Salioupaï. Le tribunal de première instance de Nzérékoré ouvre son premier procès criminel après les vacances judiciaires. À la barre, 2 personnes poursuivies pour crime. L'une est accusée d'avoir donné la mort à sa femme et l'autre s'explique pour tentative d'assassinat de son père. En plus de ces 2 affaires à la barre, beaucoup d'autres accusations sont examinées. Au rôle, nous avons 12 dossiers, dont notamment des cas de viol, d'assassinat, de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, des incendies volontaires, etc. C'est dire donc que ces 12 dossiers programmés vont être suivis par des dossiers du ressort de Beila, Lola et Youmou, y compris le reste des dossiers qui ne sont pas programmés pour l'instant de Nzérékoré. Il y a eu des peines de 5 ans de réclusion criminelle à temps et d'autres décisions qui seront rendues le lundi. Selon les citoyens, la tenue régulière des audiences est un moyen efficace pour freiner la recrudescence de la criminalité. À Zali, la bataille contre les criminels est appréciée. La criminalité aujourd'hui montante partout. Et ces audiences criminelles qui sont organisées viendront réellement dissuader d'éventuels auteurs qui pourraient imiter ceux qui sont en train d'être jugés maintenant. Les objectifs affichés ici au tribunal de première instance, c'est justement le renforcement de la chaîne pénale. Au tribunal de Nzérékoré, ce sont des citoyens satisfaits des assises qui ont pris d'assaut la salle d'audience, alors que le tribunal criminel promet de fixer chacun des accusés sur son sort et rétablir le droit en faveur des victimes. Dans l'actualité également, nous sommes le 29 octobre et c'est la journée mondiale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux en Guinée. Des cas sont de plus en plus enregistrés dans les structures sanitaires du pays. C'est le cas du service neurologie de l'hôpital Ignace Dine où près de 30% des malades sont admis dans un état critique. Hadiatou Bari, Sadoubari. Il est l'un des services les plus convoités du centre hospitalo-universitaire de l'hôpital Niassine. Le service de neurologie reçoit plus de 80% des victimes d'accidents vasculaires cérébraux du pays. Chez les patients, l'hypertension artérielle et le diabète sont les principaux facteurs mis en cause. Et les jeunes restent aujourd'hui les plus touchés. En principe, en général, l'AVC est une pathologie du 3e âge. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Nous voyons des jeunes de 25 ans, de 30 ans, de 35 ans, de 40, moins de 50 ans, qui sont les plus nombreux et qui font des AVC. Quel type d'AVC? Des hémorragies cérébrales. D'autres, c'est des diplômés à cause du chômage, le stress, l'anxiété. D'un seul coup, ils tombent. Très malheureusement aussi, les gens ne consultent pas quand on est jeune. Pour savoir que tu es hypertendu, il faut consulter au moins, ou diabétique, il faut consulter au moins une fois les 6 mois ou bien une fois par an. Déficit neurologique, coma et agitation sont les différentes images qu'affichent les victimes d'accidents vasculaires cérébraux. Dans cet état parfois critique, ils sont directement conduits dans cette unité de soins intensifs neurologiques. Au milieu de plusieurs appareils de traitement, ils sont suivis à la loupe. Ces moniteurs-là nous permettent de prendre les paramètres vitaux des malades, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Donc quand le médecin vient à distance, il peut
Les paramètres vitaux des malades pour pouvoir agir à temps. Elle ne parle pas, elle ne mange pas, elle ne se remet pas ni rien. Vous avez vu son état. Donc c'est comme ça elle est. Donc on essaye, mais on tente pour la chambre. C'est pour cela qu'on est là maintenant. Mais comme les médecins n'ont pas d'espoir et nous aussi vraiment, on force la situation basée sur notre maman. Première cause de mortalité et d'hospitalisation dans ce service de neurologie de l'hôpital Niastine, la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux reste encore longue et surtout coûteux, alors que la plupart des malades hospitalisés ont des revenus faibles. Conséquence, des retards dans l'achat des médicaments pour le traitement. Le hic, de quoi nous gagnons les malades qui ont ces genres d'hématomes dont la prise en charge fait extrêmement défaut. Nous sommes tenus obligés de faire les cotisations de 5 000, 10 000 pour trouver les solutés. Ça existe encore. Simple scanner, c'est 1 200 000. Une IRM, c'est 3 300 000. Imaginez un monsieur qui vient de Beyla. Je sais comment ils ont trouvé l'argent. La famille a cotisé pour avoir le scanner. Et ça ne suffit pas. Il y a d'autres bilans qui doivent être faits. Donc la prise en charge des AVC, c'est extrêmement coûteux. Pas moins de 5 à 6 millions. Donc franchement, c'est le moment où l'État doit intervenir. La rééducation est l'autre volet essentiel dans le traitement des victimes d'accidents vasculaires cérébraux. À défaut d'une salle aménagée pour la pratique, elle se fait dans les différentes salles d'hospitalisation. Mais pour de nombreux patients libérés, le respect des rendez-vous pour la kinésithérapie fait défaut. Le chef d'état-major général des armées au chevet des agents de forces de sécurité alité dans les structures sanitaires de Conakry, la hiérarchie militaire est venue apporter son soutien et s'enquérir de leur état de santé. Sergent-chef Alassane Diaby, il est correspondant de la presse militaire. Très tôt ce matin, le chef d'état-major général des armées s'est rendu successivement dans les CHU de Donka, d'Ignacidine et au centre de traitement épidémiologique du camp Alpha Yaya Diallo, en passant par l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, avant de boucler cette tournée au centre médico-chirurgical interarmé. Dans ces structures sanitaires, général de corps d'armée Namori Traoré est venu apporter tout son soutien et le réconfort moral à ses compagnons d'armes alité. Je suis réconforté, je souffre effectivement, mais dès que je le vois devant moi, je vois tout de suite que je peux avoir l'espoir de reprendre. Pour le corps médical, cette action du chef d'état-major général des armées rassure et galvanise les patients, car en plus de leur prise en charge médicale, ils ont nécessairement besoin du soutien moral. Tous les malades militaires qu'on ne peut pas prendre en charge dans leurs unités, dans leur garnison, sont envoyés dans cet hôpital. Et régulièrement, l'autorité vient s'en enquérir de leur état. J'ai toujours dit que si nous avons le médicament pour soigner les gens, il y a aussi la famille, il y a le social qui a une place dans la prise en charge d'un malade. Cette visite a un caractère spécial. Elle intervient dans une semaine dédiée aux soldats guinéens. À quelques heures de la célébration de l'an 61, la création de l'armée guinéenne, je voudrais saisir l'occasion de formuler prompt établissement à tous les militaires et paramilitaires malades, qu'ils soient rassurés de la ferme volonté du commandement de leur procurer tous les soins nécessaires. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des armées, le professeur Alpha Condé, de Monsieur le ministre d'État, chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale et de tout le commandement, je leur souhaite joyeux anniversaire. Enfin, je remercie très sincèrement l'ensemble du personnel des différentes structures sanitaires pour tous les soutiens apportés à nos compagnons d'armes. Cette visite dans les structures sanitaires intervient une fois dans le mois. Un acte de solidarité devenu une règle que le chef d'état-major général des armées se fait le devoir de perpétuer en faveur des forces de défense et de sécurité. Le mois d'octobre est consacré par le Lions Club de Guinée à la lutte contre les maladies de la vue et celles auditives. Des campagnes de dépistage gratuites sont organisées pour mieux prendre en charge ces pathologies, notamment chez les enfants. On fait le point tout de suite avec Aboubakar Junior Kamara. Des vices de réfraction et des problèmes auditifs sont parmi les maladies qui empêchent les enfants de bien poursuivre les études.
Pour remédier à cette situation, le Lions Club de Guinée, en partenariat avec l'ONG Vue Plus, organise des opérations de dépistage pour les enfants de l'école primaire de Kipé. Ici, les tout-petits sont consultés gratuitement et ceux qui présentent déjà les symptômes sont suivis par les Lions Club de Guinée et ses partenaires. Le mois d'octobre au Lions Club, c'est le mois de la vue. Dans le monde entier, tous les lions du monde entier font des dépistages, organisent des séances de riposte contre la cécité. Cette activité est à sa phase pilote ici à Kipé. D'autres établissements de la capitale seront touchés par le projet. Une occasion pour les organisateurs de sensibiliser les parents sur les violences physiques que subissent les enfants. Le gifle, souvent cité en exemple, est formellement déconseillé. Le gifle, c'est pas bon. Ça entraîne un traumatisme au niveau de l'oreille moyenne. Souvent. Quand le traumatisme se situe au niveau de l'oreille externe, il y a moins de problèmes, ça passe inaperçu. Mais quand c'est un traumatisme qui intéresse l'oreille moyenne, ça devient plus sérieux parce que ça entraîne non seulement une perforation de la membrane tympanique, mais parfois ça entraîne une lise ou une désarticulation, c'est-à-dire les osselets qui permettent la transmission du son vers l'oreille interne sont désarticulés. J'en ai dépisté 3 qui ont des enfants qui ont une acuité visuelle inférieure à 5 dixièmes. Il y a une première qui a une acuité visuelle de 4 sur 10, ce n'est pas un bon score. Il y a un autre qui a une acuité visuelle de 7 et 6 dixièmes. Donc c'est des enfants dont il faut faire la réfraction, c'est-à-dire corriger l'œil, sinon ils risquent plus tard d'être un œil paresseux. Les enfants malvoyants et sourds sont souvent stigmatisés dans les salles de classe, ce qui parfois les amène à l'abandon des cours. Ce mois d'octobre étant le mois de la vue pour les Lions Club de Guinée, plusieurs enfants bénéficieront de cette œuvre de charité. C'est une bonne occasion pour nous, en tant que Lions, de venir nous impliquer dans les dépistages visuels pour éviter que les enfants aient des maladies visuelles qui sont cécitantes. Les problèmes auditifs et de vue sont très récurrents chez les enfants de l'école élémentaire, 2 problèmes que le Lions Club de Guinée compte résoudre sur beaucoup d'enfants. La formation professionnelle de plus en plus convoitée par les jeunes ces 10 dernières années, la pyramide s'est renversée aujourd'hui. Plusieurs jeunes y rêvent de faire une formation qualifiante. Ce soir, on vous amène à la découverte de quelques jeunes diplômés qui sont devenus autonomes grâce à leur savoir-faire dans divers corps de métier. Komara Moussa. Sur les hauteurs du quartier d'Abompa Plateau évoluent ces jeunes frigoristes diplômés de l'École nationale des arts et métiers ENAM. Très vite, Jean Collier a cru en ses compétences pour s'offrir cet atelier où il tente au quotidien de montrer son savoir-faire en maintenance des réfrigérateurs, climatisation des véhicules ou encore des bâtiments. Le métier, je l'appliquais à la routière, mais j'ai vu que vraiment à la routière, il n'y a pas beaucoup d'expérience à comprendre. C'est ainsi que j'ai tout fait pour pouvoir suivre une formation industrielle à l'ENAM. Dans ce quartier, ce jeune homme marié et père de 3 enfants est devenu incontournable. Des clients se succèdent. Parfois, il est sollicité dans d'autres quartiers de la banlieue pour prêter son service. Son indépendance financière est assurée et gère de nos jours 4 apprentis dans cet atelier. Son succès, il le doit à la formation professionnelle dont il a bénéficié il y a 3 ans. Il y a de ces techniques avant que je ne connaissais pas. Mais l'école m'a montré presque tout ce que je ne connaissais pas. Et pourtant, je faisais des travaux de fois, je n'arrivais pas à assumer normalement. Mais après les études, vraiment, j'ai pu avoir de l'expérience. Ça m'a permis aussi, aujourd'hui surtout la climatisation de la voiture, même le bâtiment, vraiment ça m'a aidé. Fruit de l'école professionnelle comme Jean Collier, Alia Bangoura est diplômé du centre de formation professionnelle de Donka, en filière menuiserie où il a été l'un des meilleurs étudiants. Dans cet atelier de cours pratiques du centre, il développe depuis quelques années ses compétences. Des contrats de confection de tables-bancs, des pépites ou encore des armoires sont signés. Ce matin, il s'apprête à livrer les dernières commandes. Les gains lui permettent de nourrir sa famille et de payer la scolarité de ses 4 enfants. Quand on fait une école professionnelle, tu vas avoir et la théorie et la pratique en même temps.
Parce qu'on peut faire la théorie, par exemple, aujourd'hui, moi je suis là, je peux faire le devis moi-même, je détaille et on peut m'appeler encore, je peux défendre mon devis. C'est grâce à la formation et ce que j'ai reçu ici. Je vous avoue déjà que tous ceux qui viennent ici, à la sortie, que l'État emploie ou pas, et même pourra s'employer d'eux-mêmes. On fait des cours théoriques et des cours pratiques. Nous avons 3 jours de cours théoriques et 3 jours de cours pratiques. Donc à l'issue de ça aujourd'hui, on cherche encore des entreprises, on se met en partenaire pour que nos jeunes qui sont en 3e année peuvent aller faire des stages de sous-formation. Dans un pays où le marché de l'emploi est rude, plusieurs jeunes ont compris la nécessité de faire une formation professionnalisante. Des diplômés des universités se recyclent pour faciliter leur employabilité. À l'image de Bangoura Ibrahima Sori, diplômé en comptabilité financière, et Tunkara Mohamed, ingénieur électromécanicien. Tous deux sont en classe de 2e année électromécanique à l'École nationale des arts et métiers, ENAM. Quand j'ai fini mon cycle, donc j'ai senti que pour avoir un emploi facile, il me faut encore apprendre ou pratiquer un métier. Donc c'est ce qui m'a motivé encore de plus de me recycler, de faire le concours, donc pour être à l'ENAM ici. À Gamal, on a fait l'électricité. On était des ingénieurs électriciens, mais la spécialisation se faisait à partir de la 4e année. Et là, déjà c'est ma spécialité qui est l'électromécanique. Donc avec ces 3 années que je passerai ici, j'aurai déjà une connaissance générale de l'électromécanique. Cette année, environ une centaine de jeunes diplômés des universités se sont recyclés dans cet établissement de grande renommée. Ici, les étudiants sont en contact avec les entreprises. Une entreprise qui m'a demandé d'envoyer le nom de 10 personnes. Ça y est, des fois, c'est un contact direct. Des fois, ils viennent, ils font un test, ils prennent un certain nombre. Bon, quand ce n'est pas tellement important, ils m'appellent, j'envoie le numéro et le nom des étudiants qui ont fini et qui sont là parce qu'ils me déposent les dossiers. Donc les entreprises sont toujours demandeurs. Pour les spécialistes, l'enseignement technique et la formation professionnelle est le levier incontournable de lutte contre le chômage et le sous-emploi. Et les jeunes doivent y songer pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. Dans le sud du pays, reprofilage de 20 km de la voie urbaine de Nzérékouré pour désenclaver certains quartiers périphériques de la ville. Le lancement des travaux de bitumage a eu lieu ce mardi. RTG Nzérékouré lancé Kamisoko Mohamed Laminba. C'est un ouf de soulagement pour les habitants du quartier Sokora 2. D'ici quelques jours, 2,5 km seront reprofilés pour le bonheur des usagers. Cette action de la mairie de Nzérékouré est vivement saluée par les bénéficiaires. C'est la joie totale et nous sommes très ravis par rapport à l'acte donné par la commune urbaine de Nzérékouré. Si nous bénéficions du reprofilage de notre route qui a tant fait des temps sans avoir de reprofilage, donc aujourd'hui nous sommes très ravis et très contents. De Sokora 2, nous voici à Bangana, un autre quartier enclavé de la commune urbaine. Ici, il est prévu la réalisation d'1,5 km. Un projet qui suscite de l'engouement au sein des populations bénéficiaires. Je suis content parce qu'ils vont raser notre route là. Je suis vraiment fatiguée parce que les moutons ne vont pas là-bas, les verquins ne vont pas là-bas. Il faut qu'on fait dans les pieds. C'est pas bon. Je suis très content à cause de ça. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du plan annuel d'investissement de la commune. Ils sont financés sur fonds propres à travers les taxes versées par les citoyens. Il y a un proverbe qui dit lorsqu'on te lave le dos, il faut te laver le ventre. Avec les petits moyens, quand on commence ce travail, non seulement Nzérékouré va être accessible un peu dans plusieurs zones, et aussi les populations, la mission qu'ils nous ont confiée, ils seront conscients que vraiment nous sommes à la hauteur de cette mission. C'est pourquoi quand l'argent rentre, au lieu de les utiliser à autre chose, au lieu d'aller construire nos villas ou payer de belles voitures, nous leur disons on va travailler à Nzérékouré pour que la population soit satisfaite et que la population continue à soutenir le conseil communal. À travers cette initiative, les autorités communales entendent jouer leur partition dans le développement à la base.
Enfin, dans le Nabaya, parmi les moyens de transport utilisés figurent les taxis-motos. Actuellement, ces engins sont visibles partout dans le centre-ville de Kankan et l'activité se féminise. Des femmes au guidon rivalisent avec les hommes désormais dans ce secteur. Mais ces dames sont aussi exposées au risque d'accidents graves et parfois même mortels. RTG Kankan, Aboubakar Diaby et Jeanne Dounamou. Dans la Guinée profonde, près de la moitié des conducteurs des deux roues motorisés est constituée de femmes. Ici, à Kankan par exemple, elles sont à parité avec les hommes. Pour cause, elles aiment paraître sur cet engin roulant. Toutefois, dans l'utilisation de la moto, la femme est plus respectueuse du code de la route. C'est le cas chez Mansoud Kamara, la trentaine. Depuis plus de 25 ans, elle fait toutes ses courses à moto et n'a subi aucun accident. Ça fait longtemps que je suis sur la moto. Depuis, je n'avais pas grandi d'abord en 98 à Zéro Corée. J'ai appris la moto là-bas. Je partais sur la moto de Zéro Corée Sigirine. Je ne gagnais pas de problème sur la route parce que je vais avec prudence. Parce que je sais comment, si je vais avec vitesse, je vais tomber, je vais me blesser. Donc les enfants qui enseignent ceci-là vont souffrir. C'est pourquoi en partant, j'ai l'idée sur ma moto, je vais avec prudence. Contrairement à la capitale Conakry, le trafic routier est moins dense à Nabaya, même si cela n'exclut pas les cas d'accident chez les motards, comme les femmes au guidon avec des enfants au dos, qui courent beaucoup de risques. Je vois des femmes qui sont sur la moto, elles ont des bagages sur la tête, elles sont enceintes en même temps, bébé au dos. Donc moi je les conseille sur la route, c'est pas bon, c'est des choses qu'on doit éviter, que les femmes ne doivent pas faire, même les hommes qui filent trop là. Selon la police routière de Kankan, la plupart des cas d'accidents enregistrés dans la localité est causé par des motards. À l'hôpital régional de Kankan, les chiffres font froid dans le dos. 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2019, pour les cas de traumatisme de tout genre, accident de circulation, nous avons enregistré 1079 cas d'accident de circulation, enregistrés au niveau de notre service des urgences. Donc, les traumas crâniens, il y a eu 517, dont 3 cas de décès. Les fractures, il y a eu 95 cas, sans décès. Oui. Parmi maintenant ces accidents de circulation-là, c'est les accidents de circulation par moto qui sont les plus nombreux, qui constituent à peu près les 80% de circulation. Soit c'est moto contre moto, moto contre véhicule, moto contre piéton. Ici, la majeure partie de la population préfère la moto à la voiture. C'était tout au compte de cette édition d'information. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. Toutes ces informations sont à retrouver sur le www.rtgkoloma.info. À demain, Inch'Allah.